et bienvenue à ce webinaire dédié à Timio et à son écosystème. Donc Adrien de Roteco et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui autour de ce thème essentiel donc pour l'existence de Timio et de son association Mopsia. Derrière ce petit robot, il y a bien plus qu'un simple outil pédagogique. Il y a une véritable communauté de partenaires, d'experts et d'institutions qui construisent un écosystème riche, variant, engagé et vivant. Et c'est grâce à cette intelligence collective que Timio continue d'évoluer et d'inspirer des milliers d'enfants, d'élèves et d'enseignants un peu partout dans le monde. Donc avant de démarrer, peut-être quelques petits rappels. Nous venons en fait de lancer l'enregistrement, comme vous l'avez vu, et donc une vidéo sera disponible prochainement sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Une session également de questions-réponses sera prévue à la fin des présentations. Donc, vous pourriez activer à ce moment-là votre micro pour poser les questions directement à nos intervenants ou tout simplement les écrire dans le chat et nous ferons donc de notre mieux pour les reprendre à ce moment-là. Ce que nous allons vous partager aujourd'hui à travers ces témoignages donc, de 4 partenaires, en fait, n'est qu'un échantillon de la richesse et de la diversité de l'écosystème qui entoure Timio. Faute de temps, nous n'aurons pas le temps de donner la parole à tout le monde, mais il est important de rappeler que cet écosystème donc, va bien au-delà. Nous avons le PFL, Roteco, donc avec Adrien, l'ECAL, l'ITU, Learning Robot et bien d'autres qui jouent un rôle clé dans cette aventure collective. Voici un aperçu rapide de l'agenda pour aujourd'hui. Et donc, rapidement, je vous propose une mini présentation des différents intervenants. Donc, nous avons vraiment un immense plaisir en fait d'accueillir 4 intervenants qui font vivre cet écosystème au quotidien. Nous démarrerons avec David Sherman, directeur de recherche à l'INRIA, et qui est à l'origine donc de la conception de notre fameux Timio 2+, vous savez, le mini-routeur qui permet la connexion de Timio avec les tablettes, mais également de plusieurs projets liés au développement des langages de programmation. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuelle donc Giacometti, directrice de l'Espace des Inventions, qui est une structure dédiée à la médiation scientifique auprès des jeunes publics et qui propose régulièrement des événements, des ateliers, des expositions autour de la robotique et de Timio. Ensuite, Tabia Widmer, manager du programme TestBed au Swiss EdTech Collider, qui accompagne donc sur le terrain des projets pédagogiques innovants, en particulier dans les écoles suisses. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Sonny Basso, coprésident de Robopoly, l'association robotique de l'EPFL, donc l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec laquelle nous collaborons étroitement sur la réparabilité de Timio, donc sur le thème Sustainability, et bien d'autres missions opérationnelles. Voilà, donc chacun d'eux partagera avec vous sa vision, ses actions et des projets autour de Timio. À nouveau, encore un grand plaisir à vous intervenants et à vous tous d'être présents parmi nous. Et donc, sans plus attendre, sachant que j'ai pris un peu de retard, donc je donne la parole à David Sherman. David, est-ce que tu es là? Je suis là. Donc, Vous me voyez. du coup, est-ce D'accord. que tu souhaites partager l'écran? Je n'ai pas de partage, j'allais juste apporter un témoignage. Donc, il y aura mon visage et mon accent inimitable pour égayer mes propos. Donc, Super. voilà. Donc, juste pour positionner un peu ce que j'ai raconté, moi, je suis donc directeur de recherche chez INRIA, qui en France est l'Institut national de recherche sur les sciences et technologies de l'informatique. Et donc, c'est un institut public on est dans le service public. Et donc, notre succès est mesuré surtout par l'impact. D'accord? Nous cherchons sur tous les domaines scientifiques et autres d'avoir un impact positif sur la société et donc, dans le cas de Timio, notamment sur les jeunes apprenantes. INREA et Mopsia, donc Timio, ont une relation qui date de plus de 10 ans. Au départ, vraiment vers le lancement, Didier Roy, donc de l'équipe Flowers et d'INREA, qui avait lui-même une passé donc d'enseignante au collège,
a participé dans beaucoup de discussions autour de Timio. Il a développé des séquences pédagogiques utilisées à partir de l'école élémentaire. INREA, par le biais de l'équipe de Didier, a organisé pendant plusieurs années des colloques robotique et d'éducation où le Timio était vraiment à l'honneur. C'était la plateforme de prédilection. Nous avons aussi participé chez INREA dans la formation des formateurs, avec des MOOC, avec d'autres activités pour aider à transmettre le euh, savoir-faire, savoir-utilisation de Timio aux enseignants partout en France. Et une partie donc, qui me concerne plus particulièrement moi, c'est cette notion de prototypage de solutions techniques, d'imaginer différents usages de Timio qui peuvent incorporer différents éléments venant de l'informatique, venant de différents domaines de notre activité. Le premier exemple que je pourrais citer, c'est le développement de la première version de l'intégration de Scratch, qui est sorti. Donc, c'est un besoin, c'était une envie, c'était une idée qui est sortie de ce colloque robotique et d'éducation, où, en plus des langages de programmation de Timio, il était posé voilà, par les enseignants des questions. Peut-on intégrer ça avec Scratch? C'était Scratch 1 à l'époque. Et donc, comme exemple de la dynamique de dialogue, des dialogues qui se fait entre des associations comme Mopsia et des instituts comme INREA et tout l'écosystème des enseignants autour, cette idée a été prototypée de notre côté, elle a été reprise côté Mopsia, il a suivi différentes évolutions. Et aujourd'hui, avec Scratch 3, c'est une vraie réussite est une intégration complète dans l'écosystème. C'est une des façons que les jeunes apprenants pourront piloter un Timio. Il y a eu d'autres exemples qui ont eu moins de succès. Par exemple, nous avons, pendant une période, développé une extension du simulateur de Timio sous forme de jeu multijoueur massif où on pouvait mettre une centaine de personnes programmer une centaine de Timio simulés dans un même domaine. Et ce n'est pas été une réussite, mais c'était très informatif parce qu'en fait, on a revu l'intérêt, on a vu concrétiser l'idée que la, le côté tangible d'un robot réel apportait énormément aux apprenantes et que jouer sur un robot simulé n'était absolument pas la même expérience pour les jeunes apprenantes que d'avoir une machine, une réelle machine qui évoluait dans un monde incertain et comprendre que la façon dont on programme un robot dans un monde incertain, euh, donc qui doit réagir à son environnement, est très différente de la programmation un peu classique qu'on trouve dans un monde virtuel ou dans un monde informatique. Et donc, c'était un échec informatif. Donc, moi, en tant que scientifique, je considère qu'un échec informatif est un succès. Donc, c'est un deuxième exemple. Et nous avons aussi, comme autre exemple, une réflexion depuis un moment sur comment étendre cette notion de partage dans une salle de classe, donc d'un réseau de robots. Et de cette idée est né le concept du Timio de plus. Alors, nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée de Timio 3, qui va être une formidable évolution de la plateforme. Et nous avons dit que ce sera quand même intéressant que le Timio 2, pour lequel il y a beaucoup d'investissement et en temps et en équipement des salles de classe, ce sera chouette de donner au Timio 2 autant possible la même qualité d'interaction que nous allons voir avec le Timio 3. Et donc, puisque le Timio 2 n'a pas les mêmes électroniques que le Timio 3, donc la nécessité de trouver une forme de suppléance fonctionnelle pour le Timio 2 pour lui donner les mêmes affordances, les mêmes façons de travailler que le Timio 3. Euh, donc, autour de ce besoin et autour de cette concept de réseau partagé, nous avons donc
côté INREA, développait les premières versions de la chaîne logicielle pour le Timio2+. Et là, avec des tests, on a encore un exemple d'un dialogue qui était cette fois-ci fructueux. Mopsia et les autres utilisateurs de Timio2 ont trouvé que c'était une bonne solution, au point où c'est maintenant possible de se procurer ces modules pour partager un ensemble de Timio toujours tangible dans une salle de classe physique, mais avec les mêmes interactions possibles entre les robots, mais aussi avec d'autres terminaux comme des tablettes et non pas, comme était le cas tout au début, un ordinateur portable. Donc, en tout, INREA se retrouve totalement dans ce partage de savoir. Nous avons un rôle du conseil, certainement, mais aussi une sorte de laboratoire de prototypage de différents concepts qui peuvent être intéressants ou pas euh, dans les salles de classe. C'est aux enseignants, aux apprenantes de juger et quand ça marche, eh bien, il y a un suivi soutenu de côté Mopsia pour développer des solutions pérennes, pour déployer les logiciels, pour créer des équipements qui peuvent être déployés dans les salles de classe. Donc, en termes de participation dans un écosystème, comme je dis, INREA se retrouve. On est un exemple parmi d'autres acteurs institutionnels qui mesurent le succès de leur activité par l'impact sur les jeunes apprenantes, sur les enseignantes et sur les pratiques pédagogiques. C'est ce que je voulais apporter comme témoignage. David, grand merci à toi. Merci beaucoup. Et juste pour confirmer que le T2+, rencontre un vrai succès. Et donc, il est largement utilisé dans beaucoup de classes. Et d'ailleurs, il y a eu un joli déploiement sur la Suisse, dans la Suisse, donc auprès du canton de Genève. Mais nous avons également bien d'autres exemples de succès que nous rencontrons dans plein de classes un peu partout en Europe. Donc, grand merci à cette participation. Tout à fait. Et pour compléter, effectivement, donc, INREA, en tant qu'acteur public, licence donc le côté logiciel dans un esprit matériel ouvert, dans un esprit logiciel ouvert, open hardware, open source. On trouve chez INREA un très grand enthousiasme pour Mopsia, justement parce que dans son ADN, dès le début, Mopsia était totalement orienté dans cette action. Et donc, on a un accord aussi sur les valeurs institutionnelles et associatives. Merci Ronnie, pour cette opportunité. Ben merci à toi et espérons que cette aventure continue le plus longtemps possible. Bon, bah écoute, du coup, on va passer à Emmanuel. Merci encore, David. Emmanuel, est-ce que vous êtes là? Je suis là, absolument, absolument. Du coup, je vous laisse partager votre écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Super, oui. Ok, très bien. Alors, merci tout d'abord à Ronnie et Adrien pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir vous parler un tout petit peu de l'espace des inventions et de la manière dont on collabore avec Mopsia et avec Timio. Peut-être quelques mots d'abord pour situer un peu le contexte de l'espace des inventions pour que vous compreniez dans quel contexte on utilise le Timio qui est un peu différent du cadre scolaire. L'espace des inventions est un espace d'éveil aux sciences et aux techniques qui a pour mission principale de sensibiliser le public et en particulier les enfants et les jeunes à tout ce qui est scientifique et technique pour leur permettre d'appréhender un peu les promesses, à la fois les promesses et les limites de ces disciplines. Tout ça dans un esprit de créativité, de curiosité et de découverte active, avec en arrière-plan aussi des possibilités de contribuer à l'orientation professionnelle de certains jeunes et de certains enfants. L'espace des inventions est à Lausanne. C'est une petite structure, hein, on est à peu près 8 équivalents temps plein, et nos activités, ce sont des activités qui traitent de sciences et de techniques. Ça peut être des expositions interactives, des ateliers, des activités de vacances également. Et on s'inscrit beaucoup dans différents événements culturels comme la nuit des musées.
ce qui montre un peu l'intention d'imbriquer la culture scientifique et technique dans la culture plus générale. Et on fête actuellement les 25 ans de vie de cette institution. Alors, pour en venir un peu à Timio, dans le cadre de nos activités, ça fait déjà de nombreuses années qu'on développe des ateliers pour les enfants avec Timio, dans un contexte qui n'est pas le contexte scolaire. C'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que ça permet à certains enfants qui peut-être sont en délicatesse avec leurs relations scolaires ou qui ne se sentent pas toujours en confiance à l'école, ça leur permet d'évoluer dans un cadre différent. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Timio pour faire de l'initiation à la robotique ou à la technique? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous, on l'a considéré très facile à apprivoiser, qu'il est extrêmement robuste, j'y reviendrai tout à l'heure, et qu'il permet vraiment un très très large panel d'activités, aussi bien des activités très très simples, très très basiques, que des activités beaucoup plus évoluées selon l'âge des enfants, leur motivation, le format également des activités qu'on propose, si c'est des formats courts ou des formats plus longs. Et puis, une chose qui a aussi joué en sa faveur, c'est le fait que ce robot ait été développé à Lausanne, à l'EPFL et à l'ECAL, avec cette envie de montrer aux enfants que c'est un produit qui a été développé proche de chez nous et pas à l'autre bout du monde, comme ça peut être parfois la représentation qu'ils ont des objets technologiques. En septembre 2019, notre institution a reçu un financement important de la Confédération suisse pour développer spécifiquement des activités d'initiation à la programmation et à la robotique. Dans nos activités en général, on parle évidemment pas du tout que de robotique ou de technique, on parle aussi de sciences, d'autres disciplines scientifiques, mais là, on a reçu un financement spécifique pour ça, et les activités qu'on avait déjà, on est vraiment monté en puissance et on a développé beaucoup de choses avec Timio de manière beaucoup plus régulière que ce qu'on faisait jusque-là. Et une chose en particulier qu'on a fait, qu'on n'avait jamais fait jusque-là, outre le fait de faire des activités, des ateliers avec les enfants, c'est qu'on a conçu, on a réalisé et on a présenté une exposition. Vous voyez l'affiche ici qui est assez claire sur la thématique dont cette exposition traitait. Une exposition interactive qui avait vraiment pour objectif de présenter au très grand public, vraiment à des gens non initiés, à des gens qui n'ont pas forcément un environnement scientifique ou technologique autour d'eux, ce que c'est que la robotique. C'est une expo qui a ouvert à la fin de l'année 2023 et qui vient, comme vous voyez sur l'affiche, qui vient de se terminer et qui a accueilli à peu près 55 000 visiteurs. Donc c'est quand même assez un joli résultat, en tout cas pour la taille de notre institution. Alors, dans cette exposition, il n'était évidemment pas du tout question que de Timio. On a parlé de robotique au sens plus large, mais néanmoins, Timio avait une petite place au début de l'exposition. Vous voyez ici un des modules qu'il y avait au tout début de l'exposition qui présentait au fond l'anatomie d'un robot. Qu'est-ce qu'il y a dans un robot pour qu'on puisse parler de robot, pour définir au fond qu'est-ce que c'est qu'un robot à la différence d'une machine au sens plus large. Et on a vraiment éclaté un Timio et puis regroupé les différents composants de Timio qui a l'avantage d'être un robot très simple dans ce contexte-là, les différents composants, les capteurs d'un côté, les actionneurs, le microcontrôleur et puis tout ce qui avait trait à l'énergie, aux besoins énergétiques du robot. Voilà. Alors, ça, c'est l'exposition. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant ici, mais ce dont j'aimerais vous parler un petit peu plus, c'est le Laboaire. Le Laboaire, c'était un espace qui accompagnait l'exposition. Les gens pouvaient visiter l'exposition d'un côté et ensuite découvrir le Laboaire, ou l'inverse. C'était vraiment un espace d'expérimentation et de découverte robotique qui s'adressait à des enfants de tous âges. L'espace des inventions est en général conseillé dès 7 ans, mais évidemment que les familles sont libres de venir avec des enfants plus petits, et c'est ce qu'elles font. Des enfants qui venaient avec leurs parents, avec leurs grands-parents, vraiment toutes les générations qui arrivent ici. Et c'était un espace de découverte robotique où chacun pouvait aller à son rythme en remplissant des missions qui leur étaient proposées. Dans cet espace, il y avait toujours une personne, un animateur, une animatrice de notre équipe qui pouvait aiguiller les gens et les mettre en confiance. Nous, on est vraiment un espace qui est un peu la première marche vers la découverte des sciences et des techniques. Et ce qui nous importe beaucoup, c'est la mise en confiance. On voit que certaines personnes doutent de leurs propres compétences, de leur propre capacité à appréhender ces disciplines. Et nous, on essaye de renforcer la confiance qu'ils peuvent avoir. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans ce Laboaire ?
on trouvait des missions à réaliser en famille, 6 missions différentes et avec 3 robots qui étaient vraiment mis à la disposition des gens comme ça. Il y avait 2 missions avec le robot Bibot, 3 missions avec Timio et une dernière mission avec le robot Ozobot. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les gens arrivaient là et on leur mettait véritablement un Timio dans les mains. Alors pour les missions Bibot, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas ici, mais on leur mettait un Timio dans les mains en leur disant voilà comment il s'allume, voilà comment il s'éteint et voilà comment vous pouvez sélectionner le mode de couleur, le mode de comportement que vous voulez. Et puis c'est tout. Et on leur proposait de se rendre autour de la table que vous voyez là en disant la première mission, la mission 3, c'est d'explorer ces modes de couleur et de comprendre au fond quel est le comportement du robot quand il est en mode bleu, en mode jaune, etc., sans autre forme d'indication. Alors la personne qui était présente pouvait aiguiller les gens, mais on laissait vraiment les gens découvrir par eux-mêmes, échanger aussi entre groupes, entre familles et entre personnes de différentes générations. Et ce qu'on a observé, c'est que les enfants étaient beaucoup plus confiants avec leur capacité d'appréhender cette bête que pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissaient pas, que leurs parents et encore moins leurs grands-parents. Donc ça permettait des échanges intergénérationnels intéressants avec les enfants qui disaient à leurs grands-parents, tu vas voir, grand-papa, on va y arriver. Et le personnel d'animation était là pour aider les gens qui se trouvaient un peu en doute ou qui ne savaient pas très bien comment appréhender les choses. Ça a eu vraiment un très grand succès et ça a vraiment rempli la mission qui était la nôtre avec ce LaboR de renforcer la confiance des gens qui pensent qu'ils sont pas capables, qui sont pas compétents, qu'ils n'ont pas les outils pour utiliser ce genre de bestiole, si je puis dire. Les 2 autres missions qui étaient proposées après avec Timio, une fois que les gens avaient exploré les modes de couleur, eh bien, c'était d'utiliser ces modes de couleur pour réaliser ce qu'on a appelé des parcours. Vous voyez que c'était des choses posées au sol, ce qui permettait aussi de s'engager un peu physiquement dans les activités. Et ça a eu vraiment un très grand succès. On a observé des retours très, très positifs des gens. Évidemment qu'on n'est pas dans un cadre scolaire où on a des objectifs vraiment d'acquisition de compétences spécifiques, mais le premier objectif, c'est vraiment de renforcer la confiance, évidemment de s'amuser et puis d'acquérir des souvenirs positifs et joyeux avec des activités scientifiques et techniques, ce qui pour certains est vraiment important pour la suite aussi de leur cursus scolaire ou professionnel avec ces disciplines. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette activité. Ce que j'aimerais encore relever, c'est que tout ça a duré donc à peu près 1 année et demie. Donc les Timio que nous avons achetés pour ce gros projet, ils ont été littéralement mis dans les mains de centaines de personnes, sans exagération, et de centaines de personnes qui n'avaient pas de clé, pour la plupart d'entre eux, ne connaissaient pas du tout l'outil, et on savait déjà, mais ça a renforcé notre conviction que Timio est un outil d'une part facile à utiliser, mais d'une robustesse vraiment extrêmement impressionnante, aussi par rapport aux autres robots qu'on a utilisés, et que en termes de durabilité, ils sont vraiment très, très, très bons. Et c'est vraiment dans les dernières semaines de l'exposition qu'on a commencé à avoir des Timio qui montraient des signes de fatigue et qu'on a pu d'ailleurs les confier dans les mains de l'EPFL, et Sony pourra nous en parler un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc maintenant ce gros projet sur la robotique, pour nous, il est arrivé à son terme. On va continuer à faire des activités avec Timio d'une manière probablement un peu moins intense qu'on l'a fait jusque-là, mais ça a été vraiment une expérience très forte qui nous a permis d'utiliser de manière intensive cet outil. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, grand merci à toi. Mais vraiment, quel retour, quelle richesse en termes de contenu, en termes d'expérience. À mon avis, il y a vraiment beaucoup de gamins qui sont hyper chanceux de vous avoir autour, et aussi Timio pour cette thèse de durabilité. Merci encore. Du coup, je vous propose de passer à TBA.
Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, oui. OK, C'est très parfait. bien. Ah, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée de pouvoir participer à cette séance. Un grand merci à Ronnie et Sandrine pour cette opportunité. Je vous présente aujourd'hui notre programme TestBed. Chez nous, vous pouvez tester gratuitement et sans engagement des outils numériques à valeur pédagogique. Mopsia fait partie du programme TestBed, donc les enseignants peuvent tester Tumio avec nous. Je vous en dirai plus sur notre contexte dans un instant. Je vais continuer là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tabea et à mon accent, vous entendez que je suis germanophone. Je m'occupe de la partie alémanique du programme, tandis que Sophia, que vous connaissez, je crois, déjà, elle a animé plusieurs webinaires Tumio avec vous. C'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Elle est très connue dans l'écosystème. Voilà. Plus que nous d'ailleurs. Oui. Ah oui. Elle n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui car elle participe à un autre événement, mais elle vous adresse ses salutations. Elle m'a également demandé de vous transmettre son adresse email visible sur cette slide. Là. Donc, Je vais la noter dans le, je vais le la mettre noter dans le dans le... chat. OK, Super, super. oui. Très bien. J'ai 10 minutes pour vous présenter l'association Suisse Ethicoleider et son rôle dans l'innovation éducative. Vous expliquer l'une des initiatives de l'association appelée le TestBed et vous donner des exemples concrets d'outils numériques. Donc, le Swiss Ethicoleider, nous sommes convaincus que la Suisse possède tous les atouts pour devenir un leader mondial dans le domaine des technologies de l'éducation. Nous pouvons y parvenir en rapprochant les différents acteurs, c'est-à-dire les startups, les professionnels de l'éducation et les chercheurs, et en favorisant la communication entre eux. Notre plateforme dispose d'une large gamme d'outils issus de différents domaines et pour tous les âges. Donc, par exemple, gamification, apprentissage immersif, LMS, etc. Nous sommes un écosystème polyvalent. Une partie de nous est constituée par nos membres. Donc, on a plus que 85 startups qui produisent des technologies éducatives. Nos investisseurs, les universités, des écoles et des enseignants. Nous sommes également membres de réseaux plus importants comme l'EPFL Learn, BeLearn, c'est un centre pour l'éducation numérique à Berne, des organisations politiques, réseaux EdTech mondial et européens. Donc, on a tout un écosystème. Ce qui est très important est le lien et la valeur ajoutée avec la recherche. Depuis l'année dernière, on a aussi une équipe de chercheurs qui mesurent l'impact de nos outils sur l'apprentissage. Mais le programme le plus important pour l'instant, c'est le programme TestBed, qui offre aux enseignants des écoles publiques la possibilité de tester gratuitement des outils numériques en classe et de les évaluer pour la suite. Il s'adresse principalement aux enseignants de la première à la 11e Armos et le programme il est entièrement financé par deux fondations. C'est la fondation Azuera et Gebertruf qui nous permet de proposer des tests de manière gratuite et rapide. Cette souplesse est souvent difficile à atteindre pour les cantons qui doivent gérer les budgets publics avec prudence et sous contraintes réglementaires. Le français, il est difficile, hein, quelquefois. Comment se déroule un TestBed? Donc, si vous voulez tester un outil avec nous, vous pouvez vous enregistrer sur notre site. Je vais le montrer tout à l'heure. Il est un peu dur à continuer. Je crois qu'Adrien a partagé déjà le lien sur le chat. Ah, super.
Parfait. Après, je vais vite montrer le site voilà, pour que vous puissiez vous Super. orienter. Mhm. Et puis, vous allez recevoir une formation de 30 jusqu'à 45 minutes gratuite pour vous introduire dans l'outil, vous montrer toutes les fonctionnalités, comment l'utiliser dans votre classe. Et puis, directement après la formation, vous allez recevoir un accès premium account. Et la phase de test, elle dure de 2 leçons jusqu'à 6 mois. On a même un outil que vous pouvez tester un an entier gratuitement. Et une fois que vous avez testé, vous allez recevoir un questionnaire de feedback. Et ça, c'est le point clé pour nous. Grâce à ce questionnaire feedback, ça nous permet de le transmettre à nos startups. Et eux, ils peuvent modifier leurs outils selon les besoins des enseignants. Comme ça, on arrive en Suisse d'avoir des outils vraiment adaptés aux écoles. Et l'enseignant, une fois rempli le questionnaire, va recevoir un certificat qu'il a participé au programme TestBed. Ça, j'ai déjà dit, qu'on partage le feedback avec les startups. Et une fois qu'on a 30 feedbacks très positifs, on crée un Good Practice Paper. Je vais vous montrer ça directement sur notre site. Voilà, je dois faire un autre partage. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, vous voyez un Good Practice Paper. Et sur un Good Practice Paper, on fait un petit résumé. Qu'est-ce que c'est cet outil? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quel est le lien avec le plan d'études? Et puis, il y aura un résumé du feedback des enseignants. Ça peut aider à s'orienter et voir quelles sont les expériences que les autres écoles ont fait avec Timio, par exemple, avec les outils qu'ils ont testés. Maintenant, je vais revenir sur ma présentation PowerPoint. Pardon. Voilà. On évalue une fois par an les besoins des enseignants et ça, c'est l'évaluation qu'on a fait en mars 2025. Et vous voyez que les besoins les plus importants pour les enseignants, c'est l'individualisation et la différenciation. Différenciation, on dit comme ça. Donc, on a plusieurs outils qui correspondent tout à fait à ça, mais aussi le travail de correction, c'est un grand besoin de le réduire et aussi de créer des exercices, des devoirs et des examens. Ça, c'est le Good Practice Paper qu'on a fait pour Tumio. Tumio est quelque chose qui est très recherché dans le programme TestBed. Récemment, donc on propose pas seulement pour Timio une formation gratuite, mais aussi on va dans les écoles pour faire une séance de 2 leçons avec Timio directement dans les classes, où les enseignants, ils peuvent aussi utiliser une valise Timio pendant 3 semaines gratuitement. On l'envoie chez eux et ils vont la renvoyer à la fin avec une étiquette déjà payée. Donc, ils n'ont pas besoin de payer l'envoi du colis. Pourquoi faut-il un programme TestBed? Le marché EdTech est énorme et s'orienter là-dedans, ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, on fait un choix de bons outils numériques pour les écoles. L'évaluation aide la start-up à mieux adapter l'outil numérique aux besoins de l'enseignant. Donc ça, pour moi, c'est un très grand plus-value de ce programme, qu'on arrive en Suisse, voilà, d'avoir vraiment des bons outils d'une haute qualité. Et les enseignants, ils bénéficient d'un soutien pour l'utilisation d'outils numériques. Donc, on les accompagne vraiment du début du test jusqu'à la fin. Ils peuvent nous contacter en tout moment, même après la formation en ligne. Quelques chiffres intéressants. Donc, jusque-là, on a
atteint 8000, plus que 8000 élèves, plus que 459 enseignants, et on a fait plus que 577 testbeds. Et pour nous, c'est un grand succès parce qu'on a commencé seulement fin 2022 avec le programme testbed. Qu'est-ce qui peut être testé? J'ai essayé accroupir, comment on dit, les outils un peu, Synthétisé, oui. de faire des catégories en fait. C'est le mot que je cherchais. Donc, on a des outils pour la programmation. Donc, Tumio, on a aussi Candly pour faire des examens numériques. Des outils interdisciplinaires qu'on peut utiliser pour plusieurs matières. Des outils pour les plus petits, par exemple pour développer l'écriture. C'est un outil très intéressant aussi, ou pour apprendre d'autres langues. Et des outils en allemand qui sont pour l'instant pas en français, proposés en français. Voilà, c'est un peu ce qu'on propose. À vous aussi, l'accord qu'on a avec Timio pour que les enseignants en Suisse peuvent tester Timio gratuitement, ils reçoivent une formation gratuite et le support pendant toute la phase de test. Super. Grand merci aussi à toi, Tabea. D'ailleurs, on a eu la chance donc d'échanger beaucoup sur ce sujet-là. Et juste, bon, on aura peut-être une petite question par rapport au déploiement et sur qui peut avoir donc accès à ce test ou pas. Mais je vous propose de passer avec Sony pour parler donc de Robopoly, et puis on aura la session questions-réponses pour cette question-là. D'accord? Sony, Oui, est-ce je peux que partager mon écran. Ok. Super, Ok. Est-ce que le PowerPoint s'affiche bien? parfait. Ok. Dans ce cas, je vais vous présenter donc Robopoly et tout ce qu'on fait en collaboration avec l'écosystème Timio en général. Tout d'abord, un petit point sur Robopoly. Donc, on est une commission de l'AGPoly, qui est l'association de tous les étudiants sur le campus de l'EPFL. Et on est tous des passionnés de robotique et on propose en fait à tout le campus un makerspace et un club robotique. Donc, c'est 2 points que je vais expliquer en détail dans les slides. Nos 3 objectifs concrètement, c'est tout d'abord de permettre une introduction au sens large à la robotique et à l'électronique pratique de manière générale, d'offrir un makerspace, donc un espace où on peut mettre à disposition tous les moyens nécessaires aux étudiants de réaliser leurs projets. Ça va des plus novices aux plus expérimentés. Et enfin, de manière plus générale, de promouvoir la robotique et la mentalité do it yourself. Le premier point, ça passe par notre comité. Donc on est tous qualifiés, mais surtout passionnés par ce qu'on fait. Tout d'abord, la coprésidence, donc c'est Florian. Florian et moi, on est les 2 étudiants en robotique actuellement en première de master. Ça fait 3 ans qu'on est dans le comité de Robopoly maintenant, 1 an qu'on est à la présidence. Donc on a beaucoup d'expérience pratique de par les projets sur lesquels on a travaillé ensemble chacun de notre côté, plus encore le côté associatif en plus de notre cursus académique. Ça passe également par tout le comité Robopoly qui se renouvelle plus ou moins chaque année. On est généralement une dizaine chaque année, tous de sections et d'années différentes. Donc on a chacun nos compétences, nos centres d'intérêt et nos propres expériences qu'on peut partager avec nos membres. Donc c'est aussi intéressant pour nous et pour les étudiants d'avoir cette pluridisciplinarité, on va dire. Ça passe aussi l'introduction par des présentations qu'on donne assez régulièrement tout au long de l'année. Donc on a des démos, c'est des présentations théoriques qui font le lien, ou du moins on l'essaye, entre ce que les étudiants voient dans leur cursus académique à l'EPFL et comment l'appliquer concrètement dans un projet. Donc on a des démos sur l'électronique pratique, le choix d'un microcontrôleur, les bases théoriques de la robotique, mais appliquées à un projet concret pour que, à la sortie de ces démos, les gens puissent commencer, même s'ils n'ont jamais fait on va dire, choses pratiques de leur vie. À côté de ça, on a aussi les workshops. Là, c'est des ateliers plus pratiques. L'image en bas à droite, c'était un workshop qu'on avait proposé en collaboration avec la section microtechnique, où on proposait aux gymnasiens de fabriquer de toutes pièces un kit bras robotique télécommandé et ils pouvaient repartir avec. Donc là, ça permet de vraiment avoir ce côté hands-on de programmation, mécanique et élec, qui sont les 3 axes principaux de la robotique. Donc ça fait une bonne combinaison avec les démos théoriques à côté. Enfin, on a aussi des kits qu'on propose donc dans le cadre de l'association. C'est des kits d'introduction à la robotique qui mêlent tous ces aspects justement, comme je disais, de méca, soudure, où l'idée c'est qu'on leur fournit toutes les pièces. Ils ont accès aux composants ELEC au local
Et après, c'est à eux de modéliser, de câbler, souder, tout en comprenant ce qu'ils font à chaque étape. Donc ils ont la marche à suivre, ils ont juste à suivre et comprendre. On a le plus basique qui est le kit Prism, c'est un peu notre mascotte, qui est le même type de robot que le Timio, donc un robot basé sur des roues différentielles, donc 2 roues plus une range de capteurs. Mais on a aussi d'autres kits avec un champ d'application un peu plus large que ce qu'on voit en robotique standard. Le kit botanique, on peut réguler une plante de façon automatique, le macropad pour ajouter une extension à son clavier, ou un kit plus mécanique avec le bras robotique que j'ai présenté tout à l'heure. Pour le côté makerspace, ça passe par notre local. On a un grand local sur le campus directement, auquel tous nos membres ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des gens qui dorment ici, qui mangent ici, qui travaillent ici tout le temps. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir accès en permanence à tout ce qu'il leur faut pour pouvoir bosser sur leur projet, sans être freinés par des délais de livraison, par un manque de ressources. Ça passe par nos machines. Donc on a tout d'abord des imprimantes 3D pour tout ce qui est prototypage rapide. Ça passe par nos appareils élec. On a un gros stock de matériel électronique, que ce soit de l'élec de puissance ou de l'élec plus standard pour la robotique, ainsi que beaucoup d'outils, des fers à souder. Je vais y venir justement pour la réparation des signaux. Un stock de composants aussi, ça on y met une grande importance parce que en prototypage, souvent quand on a envie, on a une idée, on a envie de l'appliquer assez rapidement. Un gros problème, c'est de devoir attendre la livraison des pièces ou de pas avoir la vis qu'il faut. On a un vaste stock de tout ça qui permet à nos membres de travailler sans problème sur leur projet. Ah oui, dernier point, pardon. Le local aussi, c'est l'espace pour mettre en contact nos membres. On est cette année à plus de 250 membres, ce qui est un grand progrès depuis qu'on a repris l'association, Florian et moi. Il y a 3 ans, on était à une vingtaine de membres actifs. Là, on est à ce stade du semestre à 250 membres. Donc, c'est des gens de plein d'années différentes, de plein de sections différentes. On a des experts en robotique, des gens qui viennent là juste pour découvrir. Et le local, c'est l'espace où ils peuvent échanger, poser des questions, voir les projets des autres aussi. Et c'est très intéressant, même pour nous, de voir ce qu'ils font avec les outils qu'on leur fournit, tout ça. Et on a enfin cet aspect de financement de projet. Ça, on permet aux membres, s'ils ont une idée qu'ils veulent mettre en pratique, mais qu'ils n'ont pas forcément les ressources financières pour, nous, avec le fonds de l'association, on peut financer une partie. Et enfin, dernier aspect, c'est tout ce qui est donc promotion de la robotique en elle-même et de l'esprit do it yourself. Ça passe par notre participation aux events, que ce soit EPFL ou hors EPFL. EPFL, c'est des events comme Vivapoli ou la Semaine des associations, qui sont organisés chaque année sur le campus, où là, on va présenter à notre stand les robots qu'on a, les projets de nos membres, nos propres projets, pour intéresser un plus large public. Hors EPFL, je vais venir après dans la section de nos collaborations. Ça passe par ce qu'on fait avec Mopsia, avec l'écosystème Timio en général, tout ça. On a aussi un projet de festival de robotique qu'on lance pour l'année prochaine, été 2026, où là, l'idée, c'est quelque chose de nettement plus large. On vise 3000 visiteurs. C'est d'avoir toute une fête, donc vraiment sur 2 jours, où on rassemble tout simplement des passionnés de robotique. Et l'idée, c'est d'intéresser les familles, les enfants à la science en général, la robotique, ce qu'on peut faire avec, montrer les projets, que ce soit des étudiants, mais aussi de simples particuliers qui sont juste passionnés et qui veulent un espace pour pouvoir présenter leurs idées. Et enfin, les collaborations, donc je disais comme la section microtechnique avec le kit bras robotique de tout à l'heure, ou Mopsia depuis maintenant plus d'1 an, et l'écosystème Timio en général. Justement, Robopoly et Timio, qu'est-ce que c'est? Ça fait plus d'1 an de collaboration. Donc ça fait environ 1 an et demi, il me semble, que les anciens coprésidents ont commencé à travailler sur la réparation des Timio. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait nous, c'est tout l'aspect support technique. Donc ça passe par les réparations physiques des robots et le SAV, donc les réponses support aux clients directement. On se situe dans tout ce qui est fin de vie et utilisation dans le cycle de vie du Timio. Fin de vie dans tout ce qui est réparation, parce qu'on va réutiliser les pièces, réutiliser les composants, remplacer certaines choses. Utilisation, parce qu'on participe aussi aux événements et au brainstorming. Donc c'est des events comme ce qu'on fait en ce moment. Merci de nous avoir invités pour ce webinaire, mais aussi des brainstorming sur le Timio 3 notamment. Et c'est l'occasion pour nous d'apporter notre avis d'étudiant et de côté support technique. La réparation, comment ça se passe? C'est le client qui contacte Mopsia, que ce soit par le support ou qui nous envoie directement le robot à nous, pour signaler un problème technique. Nous, on le récupère, Florian et moi, et on passe aux réparations, puis on le renvoie directement par l'intermédiaire de Mopsia au client. Aujourd'hui, on a plus de 60 Timio reçus depuis septembre 2024, avec un taux de réparabilité de quasi 100%. Pourquoi quasi? Parce que selon les réparations, par exemple, ce qui est connecteurs USB, qui sont des réparations un peu plus sensibles, on va privilégier de remplacer la carte mère. Donc, on réutilise quand même la majorité des pièces du robot, mais comme la carte mère, c'est le cœur du Timio, c'est comme si on l'avait remplacé, entre guillemets, donc pas 100% réparé. Sinon, tous les Timio qu'on reçoit sont rendus aux clients réparés et fonctionnels.
Comment ça se passe la réparation? C'est majoritairement de la soudure, des remplacements. Donc ça, c'est un gros point positif du Timio pour nous, que ce soit à titre personnel en tant qu'étudiant ou à titre de support technique. C'est sa modularité. Il est fait de sorte qu'on puisse le réparer très facilement. Donc, vu qu'on a accès aux pièces de rechange, au PCB, et qu'on peut accéder à tout facilement, on peut le réparer sans problème. Ou simplement des fois des recalibrations au niveau software. Voilà. C'est aussi des events, comme je disais, avec l'écosystème Timio, pour tout ce qui est l'aspect plus pédagogique et comment l'utiliser. Par exemple, le Festival des robots déviants de cette année où on a participé, donc c'était il y a plusieurs semaines maintenant, autour de la réparabilité et de la durabilité. Donc on a eu l'occasion, grâce à Robopoly et Mopsia, de tenir un atelier pour les enfants sur ces enjeux-là, où on leur proposait de découvrir comment est réparé un Timio, comment fonctionne le cycle de vie d'un robot en général avec l'exemple du Timio. Donc c'était super intéressant pour nous et pour les enfants aussi de découvrir cet aspect-là par le Timio. Et enfin, un dernier event, c'était l'année dernière, donc par ITU avec le AI for Good Global Summit de l'édition 2024, où on a eu l'occasion de tenir un stand, encore une fois, sur le Timio, dans l'espace jeunesse, où on a pu présenter ses usages pédagogiques, son intérêt éducatif, et aussi comment utiliser l'IA à travers le Timio. Donc ça faisait une bonne introduction pour les enfants, ou même pour les visiteurs en général, sur tous ces enjeux-là liés à l'intelligence artificielle à travers le Timio. C'est un event d'ailleurs auquel on va reparticiper cette année parce qu'on nous a redonné l'opportunité de le faire. On est très reconnaissant. C'est une expérience très enrichissante pour nous. Du coup, en résumé, Timio et Robopoly, pour nous, ça représente un lien direct entre le design d'un côté et l'utilisation de l'autre. Parce qu'en tant qu'étudiant et dans le monde associatif, on a ce lien directement entre concepteur et étudiant. Par exemple, le professeur Mondada qui a conçu le Timio, c'est un de mes professeurs de robotique. Donc nous, on a ce côté intéressant et privilégié, entre guillemets, d'utiliser le Timio dans nos cours et d'après voir cet aspect derrière de la réflexion des professeurs, des ingénieurs sur comment le rendre pédagogique de manière plus optimale. Donc c'est, comme je disais, des collaborations étroites. Et puis de manière générale, avec Timio, on partage la même philosophie à Robopoly qui est de sensibiliser à tous ces enjeux-là, comme je disais, de durabilité, réparabilité, et de valoriser la robotique en général et les collaborations entre différents milieux. Donc c'est une expérience super enrichissante pour nous et on pense que ça l'est aussi pour les utilisateurs de faire ce lien-là entre tous ces milieux. Donc c'est tout pour notre présentation et encore merci à Sandrine et à Ronnie de nous avoir fait confiance pour tout ça à Robopoly. Merci. Merci Sony, merci beaucoup. Et on compte énormément sur vous. Vous avez toujours été là, vous serez toujours là. Donc vraiment grand merci pour votre soutien. Donc il est 4h50. Je propose directement de passer à la session Q&A, mais avant tout un grand merci donc à vous nos intervenants. Vraiment, j'espère que vous avez apprécié quand même ces présentations qui ont été extrêmement riches et inspirantes. Nous allons donc avoir 5 minutes de session questions-réponses. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail et on tâchera donc d'y répondre directement. Juste pour démarrer, j'ai une question, Timio de plus, peut-être qu'on pourrait poser à David. David, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ouais. Voilà. Il y a une question qui a été posée donc, concernant le T2+. Donc, on sait qu'il peut être utilisé donc, sur les tablettes, mais est-ce qu'il peut être aussi utilisé dans les salles avec des PC en réseau? Oui, certainement. En fait, le Timio de plus, c'est un routeur Wi-Fi. D'accord? Donc, on peut se connecter dessus avec n'importe quel terminal capable d'héberger les logiciels pour piloter le Timio. Donc, que ce soit une tablette, un ordinateur portable, un téléphone. Les logiciels Scratch, SEBA et VPL sont sous le fond des web apps. Ils sont écrits en JavaScript et donc une très large gamme de terminals peuvent être supportés. Le côté Timio de plus, c'est l'entremetteur. Hein. C'est un routeur Wi-Fi qui se connecte d'un côté sur les radios dans les Timio sans fil et tous les terminaux qui sont sur le réseau Wi-Fi. Super, super. Merci. Donc, la réponse a été très claire. Il y a une deuxième réponse aussi concernant Scratch et Linux. Est-ce que vous auriez une réponse là-dessus? Parce que personnellement, je ne suis pas du tout donc, technique. Quelle est la question? Donc, l'intégration de Timio dans Scratch est-elle maintenant possible sous Linux? La passerelle donc Scratch Link a-t-elle été portée sous Linux permettant de coupler Timio et Microbit par Scratch?
Ça, ça, je ne saurais pas répondre pour les vieilles solutions Scratch. Actuellement, Oui. Scratch tourne dans l'équivalent de navigateur web et Mhm. communique par Wi-Fi, par connexion sans fil. Les anciennes passerelles utilisées pour les anciennes versions de Scratch, je ne pense plus qu'ils sont soutenus par Mopsia. Mais le rôle de Team de plus dedans encore n'est pas autre que de faire la communication entre les deux. Donc, D'accord, d'accord, super. moi, personnellement, quand j'utilise Scratch avec les Teamio, à travers le Teamio de plus, c'est sur une machine Linux, mais pas avec le Scratch Link d'autrefois, mais avec le chaîne logiciel fourni par Mopsia. D'accord, super, super. Donc, j'espère, Georges, que vous avez la réponse qu'il vous faut. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire et du coup, donc, on complétera si nécessaire. Je continue avec vous, David, parce que là, il y a une question qui vient d'apparaître. Je vous laisse la lire, c'est la dernière question. Est-ce que le Raspberry Pi pourrait se connecter à un Wi-Fi à un Teamio de plus? Oui. Oui, un TME de plus, c'est un routeur Wi-Fi. D'accord? Donc, il est configuré sorti de l'usine comme un point d'accès avec son propre SSID. Donc, un Raspberry Pi ou n'importe quoi capable avec une radio Wi-Fi pour se connecter. La question, je pense, sous-jacente, c'est est-ce que la chaîne logicielle Mopsia tourne sur le Raspberry Pi? Et du moment qu'on tourne un navigateur capable donc de faire, de faire tourner, par exemple, le Scratch ou VPL, comme Chrome, par exemple, formellement, la réponse est oui. Est-ce que c'est soutenu activement par Mopsia? C'est une question plutôt pour Mopsia, mais techniquement, aucun souci. D'accord, d'accord. Bah, pareil, du coup, on va peut-être rediriger cette question en interne pour que nos techniciens puissent répondre en aparté. Une question donc de Christophe concernant toujours le déploiement de Timio de plus avec notamment donc des paramètres de sécurité, mais comme je l'ai précisé, on y répondra aussi en aparté parce que les personnes qui ont été donc responsables du projet du canton de Genève ne sont pas présents dans ce call, mais pareil, on répondra donc en parallèle. Merci beaucoup, David. J'ai une question concernant les tests BED. Est-ce qu'ils sont accessibles aux écoles non suisses ou donc ça c'est une question pour Tabea. Oui, actuellement, on est payé des fondations pour soutenir les écoles suisses. Oui. Mais j'ai écrit dans le chat, ils peuvent m'écrire et on va faire on va regarder ce qu'on peut faire pour eux. On va trouver une solution. Ils m'ont demandé aussi, parce qu'apparemment les gens, ils peuvent pas copier ce qui est dans le chat. Est-ce qu'il Alors, serait peut-être oui, possible d'envoyer le email et le lien vers page web très par bien. En fait, mail? oui, oui. Et ce que je vais faire, Tabea, c'est que normalement, donc, il y a un mail qui va repartir suite à ce webinaire. Et donc, on essaiera de reprendre quelques éléments importants, notamment le partage donc des mails des uns et des autres pour qu'il y ait donc par la suite une continuité dans les échanges. Et j'ai également de mon côté copié les liens super sympas d'Adrien. Donc, on essaiera aussi de les inclure dans le mail de récap post-webinaire. Super, merci. Bah, Très heureux. Ultratech, si on peut le unmuter pour qu'il puisse poser la question, voilà. Ouais. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vais me présenter. Moi, c'est Serge Mbelamoungui. Moi, je suis Bonjour Serge. particulièrement en Afrique. Je suis particulièrement en Afrique et j'ai mis sur pied un projet portant sur l'introduction, n'est-ce pas, des nouvelles technologies robotiques, intelligence artificielle et toute la panoplie dans l'éducation, dans le système éducatif. Comme je disais, moi, je suis un enseignant d'informatique. Et donc, j'ai profité de la situation de prendre connaissance, n'est-ce pas, des avancées, n'est-ce pas, de Tigno, vu que c'est
un équipement que j'utilise pour enseigner les enfants. Et donc, bon, en tant que novice, je vais dire que je suis novice par rapport à vous, ça c'est clair. Il est très important pour moi d'apprendre et de découvrir, n'est-ce pas, des nouvelles approches, n'est-ce pas, d'enseignement et d'enseignement et d'apprentissage. Et je trouve que votre exposé était vraiment très enrichissant, vu que j'ai eu vraiment beaucoup de ressources sur la façon, n'est-ce pas, de pouvoir enseigner des cours avec Timio. Mon problème, c'est pouvoir construire des ressources, un peu comme dans l'exposé de Labo R. Là. Est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir des ressources dont Madame parle dans son exposé? Alors, je me permets aussi de répondre. Bonjour, vous pourrez trouver déjà pas mal de ressources Timio sur la plateforme Roteco. Je vais mettre le lien. On est partenaires de longue date avec Mobsia. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui vous sont proposées, des activités qui ont déjà été testées en classe. Donc, je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. D'accord, merci. Très bien. Donc, du coup, je me permets donc de passer à la session section annonce, d'accord, rapidement. Il nous reste encore 2-3 minutes, donc je fais vite. En fait, on a déjà dépassé le temps. Je fais vite pour vous parler de… Alors, si vous avez encore des questions, donc à nouveau, n'hésitez pas à nous envoyer directement par mail et on y répondra. D'accord ? Voilà, donc en termes d'annonces, nous avons 3 annonces à vous partager aujourd'hui. Tout d'abord, nos prochains webinaires donc, qui auront lieu en septembre et octobre 2025, donc à la rentrée scolaire. Et on aura 2 sujets très intéressants. Un qui va porter sur des expériences vraiment terre-à-terre, Timio, dans les écoles, dans les différentes assos, et donc notamment dans l'espace des inventions, mais également sur des festivals. Donc, il y a eu un peu partout en France et en Suisse. Et le deuxième sujet traitera essentiellement de Timio Care, un peu la version robotique inclusive qui va à la rencontre des enfants et des adultes aux besoins spécifiques. Et donc, ce sujet sera traité dès la rentrée et on sera très heureux donc, de le partager avec nos partenaires Robotiamo et UTech. Ça, c'est pour la première annonce. Pour la deuxième, donc, pour ceux qui sont en Suisse ou proches de Genève, donc côté français, ou pour ceux qui sont de passage, donc Tabia, à très bientôt. On aura l'occasion d'échanger dans les jours à venir. Donc, pour cette deuxième annonce, nous participons, comme l'année dernière et l'année d'avant, donc pour cette édition 2025, au AI for Good Global Summit, qui aura lieu du 8 au 11 juillet 2025 à Palexpo Genève. Et les 8 et 9 donc, sont essentiellement en fait, ouverts pour le grand public. On y participe d'habitude avec nos partenaires. Donc là, je vous ai mis en fait les logos des partenaires avec qui nous participons lors de cet événement. Donc, il y aura Robopoly, le PFL Learn, la Swiss EdTech Collider, Learning Robots et donc bien sûr sous l'égide de l'AI for Good et donc de l'ITU qui est un peu, on va dire, la division technologie des Nations Unies. Et lors de ces 2 jours, donc, vous allez avoir un stand de Timio, un grand stand Timio, où vous pourriez venir expérimenter avec vos enfants Timio, et donc via différentes expériences avec l'aide de Robopoly. Et il y aura aussi, donc, on tiendra aussi avec le PFL Learn et la Swiss EdTech Collider 5 ateliers qui toucheront sur l'IA, sur la réparabilité, sur la sustainability et aussi sur la découverte de Timio. Vous avez le QR code, vous pouvez donc le scanner et pour avoir plus d'informations. On y reviendra dessus donc courant du mois de juin pour une communication dédiée spécifique, à nouveau pour les gens qui souhaitent donc se diriger en Suisse lors de ce webinaire, de ce séminaire, pardon. Et pour finir, donc un petit rappel, au mois de mars, on vous avait parlé en fait de la compétition R2T2 en Asie. Et donc, les inscriptions sont toujours en cours. Vous pouvez y participer depuis l'Europe, depuis l'Afrique du Nord, depuis l'Afrique de manière générale, un peu partout dans le monde. Bon, peut-être pas des États-Unis parce que ça va être un peu compliqué avec les décalages horaires. Mais il va y avoir au mois de juin une session dédiée pour une plage d'horaire qui correspondra à la fois pour la zone Asie et la zone Europe. 4 sessions donc, qui ont lieu en Thaïlande, bien sûr, vous pourriez participer en ligne, donc qui s'appelle Asia, R222 Asia 2025,
et une autre session R2T2 Malaysia qui aura lieu en septembre 2025. Pareil, vous avez le QR code pour vous inscrire. N'hésitez pas à y participer, ça vaut vraiment le coup. Eh bien voilà, donc nous avons terminé ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures au mois de septembre. Nous restons en ligne encore quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, donc merci encore pour nos intervenants. Merci pour vos participants et on vous donne rendez-vous à très bientôt.